Il y a 3 jours, une nouvelle cyberattaque massive a été lancée aujourd'hui contre France Travail, ex-Pôle emploi. Les dossiers remontant aux 20 dernières années ont été potentiellement piratés. Quelles conséquences concrètes pour les demandeurs d'emploi ? Nous sommes 43 millions de Français à avoir été inscrits au moins une fois à Pôle emploi ces 20 dernières années. En réalité, cette fuite de données ne pouvait qu'arriver. La question n'était pas comment se prémunir d'une fuite de données, la question est quand ce type de fuite de données va arriver. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour protéger la donnée. Ne pas mettre au même endroit un nom et un numéro de sécurité sociale, c'est une évidence quand je le dis, ça l'est beaucoup moins dans les faits. France Travail, le nom est assez symptomatique dans ce changement de mission, est en train de passer d'une mission d'accompagnement, d'aide des allocataires, à un organisme de contrôle, un organisme social de contrôle de plus en plus important. Là où il y a une possibilité d'action, elle est au niveau collectif, elle est au niveau politique. Bonjour, je suis Bastien Lecarec, juriste à la Quadrature du Net, une association créée en 2008 de défense des libertés à l'ère du numérique. On questionne l'usage du numérique et on fait la promotion d'un numérique qui serait conforme aux attentes démocratiques, qui permettrait une émancipation des personnes au lieu d'une surveillance qu'on va dénoncer. France Travail a subi, en tout cas c'est ce qu'il a annoncé, une fuite de données dont l'ampleur pour l'instant est inconnue, des données personnelles qu'il détient sur les demandeurs d'emploi, les allocataires. En réalité, cette fuite de données ne pouvait qu'arriver. La question n'était pas comment se prémunir d'une fuite de données, la question est quand ce type de fuite de données va arriver. France Travail, c'est une usine à gaz qui brasse énormément de données personnelles sur les demandeurs d'emploi, sur les employeurs, qui fait, on va le voir, du travail d'analyse qui a besoin de se nourrir d'encore plus de données. Et pour cela, il a besoin d'avoir une structure qui n'est pas compatible avec une sécurité. France Travail, c'est près de 60 000 agents qui vont avoir accès à ces informations, qui sont d'autant de failles dans la sécurité de ce système. Donc, cette fuite de données était inévitable, d'autant plus que les données sont conservées jusqu'à 20 ans, donc ça concerne énormément de personnes, et ça intéresse énormément de groupes criminels qui ont un intérêt à revendre ces données qui sont très précises sur les personnes, qui vont permettre de pouvoir faire du profilage des personnes, de la surveillance, des attaques ciblées. Donc c'était évident que cette faille allait qu'une faille allait être trouvée et ensuite exploitée. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour protéger la donnée. Ne pas mettre au même endroit un nom et un numéro de sécurité sociale, c'est une évidence quand je le dis, ça l'est beaucoup moins dans les faits. Lorsque vous avez autant de données précises sur les personnes, vous pouvez faire du profilage. Vous pouvez revendre ces données. Il existe des marchés noirs de la revente de données avec des possibilités de blanchir ces données pour que ensuite ces données soient utilisées par des sociétés qui font du profilage commercial, du profilage de risques en matière d'assurance, de banque. Donc ça intéresse tout un tas d'acteurs, ce type de données. Ça permet également de monter des attaques très précises. Quand vous savez que telle personne, dont vous avez le nom, l'adresse, dont vous connaissez les revenus, dont vous connaissez l'employeur, quand vous avez ces informations sur ces personnes, vous pouvez faire du phishing, donc envoyer des faux mails pour vous faire passer pour quelqu'un qui intéresserait cette personne. C'est également possible de faire de l'usurpation d'identité quand vous avez autant d'informations. Par exemple, c'est pas impossible que le numéro de sécurité sociale soit dans ces données. Même si je mets du conditionnel, ça reste une possibilité. C'est possible de faire tout un tas d'escroqueries sur la base de ces informations-là. Quand on a dans une banque de données un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, une adresse postale, on peut faire énormément de choses. Dans le dark web, un numéro de sécurité sociale vaut beaucoup plus cher qu'un numéro de carte bancaire. Et la dimension nouvelle dans France Travail, au-delà de la précision des données, c'est l'ampleur. Parce que toute personne qui est passée au sein de Pôle emploi ou de France Travail dans les 20 dernières années est potentiellement concernée par cette fuite de données, puisque la loi autorise France Travail à conserver jusqu'à 20 ans les données, sans possibilité de s'y opposer. Quand on a retrouvé un emploi, on ne peut pas s'opposer à ce que ces données soient conservées jusqu'à 20 ans. Donc il y a plusieurs dimensions qui vont faire que cette fuite de données est problématique.
elle crée un risque très important pour les personnes et elle devrait questionner aujourd'hui la raison pour laquelle on a autant de données en créant autant de risques, puisque la question n'est pas comment se prémunir de ce risque, mais quand est-ce que ce risque arrivera. C'est certain qu'il arrivera. Et donc, on espère que à l'avenir, France Travail, le gouvernement va peut-être revoir sa copie, revoir sa conception. C'est un souhait, évidemment, mais on voit la nécessité démocratique de remettre ces questions sur la table. La raison pour laquelle France Travail a autant de données, qui fait qu'il devient une cible privilégiée, est parce que ses missions sont en train de changer. France Travail, et le nom est assez symptomatique dans ce changement de mission, est en train de passer d'une mission d'accompagnement, d'aide des allocataires, de soutien un peu externe lorsqu'une personne n'a pas d'emploi, à un organisme social de contrôle de plus en plus important. Ce changement de mission, on l'observe depuis une quinzaine d'années à travers la surveillance de plus en plus importante des allocataires. Pour surveiller un demandeur d'emploi, pour s'assurer qu'il recherche bien un emploi, qu'il ne frauderait pas, il faut organiser un système de surveillance, un système de profilage, un système de récupération de plus en plus massive de données. France Travail n'est pas la seule administration à récupérer de plus en plus de données pour profiler les gens. À la Quadrature du Net, on travaille depuis 2022 sur le cas de la CAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui, pour des besoins initialement de lutte contre la fraude, mais en réalité pour des besoins de récupération de trop perçus, a commencé dans les années 2010 à surveiller très massivement, à l'aide d'algorithmes pour automatiser cette surveillance, ses allocataires. La CAF a énormément d'informations personnelles très précises sur la vie des personnes, sur la vie des foyers, et les utilise pour trouver les profils pour lesquels il faudrait essayer de voir s'il n'y aurait pas possibilité de récupérer quelques centaines d'euros. On se retrouve avec la CNAF face à un algorithme déshumanisant qui ne prend pas en compte les situations personnelles, qui est assez violent. Et finalement, ce qui est en train de se passer au sein de France Travail suit exactement cette même ligne pour laquelle on a du recul pour la CNAF, avec un changement de mission en termes d'accompagnement social, où la CNAF aujourd'hui n'est plus, en tout cas dans cette mission de contrôle social, n'est plus un organisme d'accompagnement, mais un organisme de surveillance, de flicage et de contrôle. Et c'est ce qui est en train de se passer avec France Travail. France Travail a développé premièrement un mécanisme de lutte contre la fraude. C'est-à-dire qu'il existe un dispositif dans France Travail d'automatisation de la recherche de fraude. C'est un flicage massif, puisque à travers derrière la recherche de fausses feuilles de paye, d'incohérences dans les employeurs, toute personne qui arrive chez France Travail verra sa situation professionnelle, voire familiale, analysée pour rechercher des incohérences. Donc il y a une massification par l'automatisation, mais c'est également une déshumanisation dans cette recherche de fraude, parce que c'est l'algorithme qui va faire cette analyse, qui va émettre des alertes, qui vont ensuite être traitées humainement, mais l'agent qui reçoit un dossier pour lequel l'algorithme lui a dit que c'était potentiellement un dossier de fraude va être tenté d'aller creuser en ayant ce qu'on appelle un biais d'automatisation. Si la machine a trouvé quelque chose, c'est forcément qu'il y a quelque chose, moi, humain, que je dois trouver, et ça oriente le contrôle. Le deuxième point dans France Travail, c'est le fait que cette administration a voulu optimiser son accompagnement. On pourrait se dire que c'est une bonne chose, mais encore une fois, pour des questions de contraintes budgétaires, elle ne peut pas le faire véritablement humainement. Et cette sélection des personnes à accompagner se fait aujourd'hui avec l'aide d'algorithmes, donc avec l'aide de profilage et avec le besoin d'avoir autant de données. C'est un contrôle qui ne dit pas son nom, parce que derrière l'accompagnement, ça veut dire que on va estimer que ces personnes doivent mériter plus d'attention. Donc, on va mettre plus de moyens sur
leur profil au détriment d'autres personnes. On va mettre plus de moyens qui vont, après, créer une sorte de contrôle social. Cet accompagnement des demandeurs d'emploi, ce profilage de leur dossier avant de savoir si c'est un dossier à suivre ou pas, il est rendu possible grâce à une multitude d'algorithmes qui vont profiler les gens, qui vont estimer qu'il faut surveiller ces personnes, il faut les accompagner, il faut les contrôler de manière soft ou pas. Et ça repose sur toute une infrastructure, tout un système informatique, numérique, de brassage des données, de profilage. Et c'est pour cela que France Travail a besoin d'autant de données. Il y a une troisième dimension qui arrive avec la question du RSA sous condition. Le gouvernement a voulu conditionner le RSA à l'exercice de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025. France Travail va être chargé de contrôler ces personnes au RSA. Et c'est là où il faut faire un parallèle avec d'autres administrations comme la CAF, c'est que France Travail va être amené, et toute l'infrastructure numérique est là pour, va être amené à fliquer de manière très précise les personnes. Parce que, humainement, même avec 60 000 agents, ça n'est pas possible de contrôler autant de personnes au RSA. C'est 2 millions de personnes au RSA en France. Ça crée derrière tout ça une énorme déshumanisation. Ça crée une accentuation du contrôle social sur les plus précaires, puisque là, on parle de personnes qui sont au RSA, donc minima sociaux. On va créer tout un système de surveillance pour s'assurer que des personnes qui survivent grâce à quelques centaines d'euros auraient bien respecté les conditions drastiques, assez inacceptables, assez critiquables en tout cas, pour avoir ce RSA. Et à travers cette question se pose finalement le rôle politique de France Travail et le rôle politique de ces organismes sociaux. Que ça soit la CAF, que ça soit France Travail, ces organismes-là ne sont le reflet que des choix politiques en matière de minima sociaux, en matière d'accompagnement des demandeurs d'emploi et en matière de non-confiance envers les personnes qui ont ces minima sociaux, qui ont ce filet de sécurité. Un discours très dur, comme vous l'avez rappelé, en direction des personnes sans emploi, et une politique d'appauvrissement des personnes au chômage et au RSA. On ne peut pas se protéger individuellement de ces abus. Là où il y a une possibilité d'action, elle est au niveau collectif, elle est au niveau politique. Il faut faire en sorte de mettre la pression politique sur ces décideurs et décideuses qui sont à l'origine de cette vision managériale de ces administrations, qui sont à l'origine de ces choix politiques, qui sont à l'origine du fait que les minima sociaux sont tellement compliqués qu'il va y avoir des erreurs de déclaration, donc des trop-perçus, donc des administrations comme la CAF qui vont être incitées à automatiser cette recherche de trop-perçus. Il y a une méfiance envers les demandeurs et demandeuses d'emploi de la part du personnel politique actuel qui fait qu'on va surveiller de plus en plus les demandeurs et demandeuses d'emploi, qui fait qu'on va traiter les personnes au RSA comme des sortes de sous-salariés et avec des logiques de surveillance derrière. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. C'est tous ces choix politiques sur lesquels il faut agir, et c'est possible d'agir. Nous, à la Quadrature du Net, on travaille sur la visibilisation de ces dérives. Déjà, le fait d'en parler, le fait de visibiliser tout ça, c'est quelque chose qui permet d'accentuer la pression politique contre ces administrations dont leur mission est en train réellement de changer dans un sens qui, nous semble-t-il, n'est pas le bon.